Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leleanmanufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans cet épisode du challenge de l'Académie du podcast. C'est Christophe, votre coach en leadership holistique. Et aujourd'hui, la contrainte créative est de faire une interview de 15 minutes sur le thème artistique. Et j'ai décidé aujourd'hui d'interviewer une artiste que je connais bien, qui s'appelle Ok Asso. Bonjour à toi. Bonjour Christophe. Alors, première question, depuis quand es-tu artiste et pourquoi ? J'imagine que j'ai été artiste depuis toujours en fait. Mais là où ça s'est révélé, c'est quand je suis allée étudier au Swaziland. Donc j'avais 16-17 ans. J'avais décidé qu'il fallait que je fasse un bac international. Il se trouvait qu'à l'époque, je vivais au Mozambique avec mes parents. Et donc il existait ce collège qui se trouvait au Swaziland, c'est un collège d'unité mondiale, si on prend la traduction comme ça littéraire. Et dans le cadre de ce bac international, eh bien j'ai choisi une option qui était l'art parce que j'avais de l'affinité avec ce domaine. Et c'est là que j'ai rencontré mon professeur qui est devenu un réel mentor pour moi. Et c'est lui qui a révélé le côté artistique chez moi. Oui, alors parce qu'il faut préciser que tu es suisse d'origine béninoise. C'est ça. Enfin, métissée, on va dire. Donc, moitié suisse, moitié béninoise. Et donc, tu as passé une partie de ton enfance en Suisse et une autre partie de ton enfance en Afrique, en général. Exactement. Ok, donc là, c'était tes débuts. Donc, tu avais 16 ans. Voilà, j'avais 16-17 ans. Et tu as commencé à quoi? À peindre? Oui, exactement. Donc, on a commencé d'abord avec la peinture. Bon, beaucoup le dessin, évidemment, parce que c'est quand même des médiums qui sont très faciles d'accès. Et voilà. Donc, j'ai d'abord commencé à dessiner un peu de tout, des personnages, des natures mortes, des natures pour en trouver un petit peu le domaine. Et puis là, finalement, après, ça s'est révélé pour moi beaucoup plus passionnant, la peinture, ouais. La peinture. Mais pourquoi ce mentor, enfin, qu'est-ce qu'il a fait selon toi pour te révéler ton côté artistique? Qu'est-ce qu'il a déclenché? Est-ce que tu arrives à savoir ça? Alors, je dirais la notion de tous les possibles. Alors, il avait vraiment les bons mots, il avait vraiment la bonne, on va dire le bon discours. Il portait le bon discours face au travail aussi que je produisais. Hein, donc, j'allais souvent à l'atelier les week-ends. Je le rencontrais souvent même à l'extérieur de l'atelier, dans la nature, et on parlait simplement d'émotions. Des émotions que j'arrivais peut-être pas forcément à exprimer en parlant. Ah, okay. Et du coup, il m'encourageait à les peindre. D'accord. Donc c'était une façon d'exprimer des émotions. Oui. Refoulées, en tout cas intérieures. Oui, ou sur lesquelles j'arrivais pas à mettre vraiment des mots, ouais, ou des choses comme ça. Ça a démarré comme ça, et il a été un réel coach, un réel stimulant, puisqu'il il portait le bon discours au bon moment. Intéressant. Ok. Et pour toi, en tant qu'artiste, ça a été quoi ton plus grand défi? Alors, très clairement, l'identité. Ça a été le plus grand défi parce que, si tu veux, je pense qu'au travers la peinture, j'étais en quête d'une identité, pas que d'une identité d'artiste, mais de ma propre identité. Hein, donc c'était un vrai chemin de découverte de soi. Oui, c'est ça. J'étais à la quête de moi-même, en fait.
Et je pense que c'est pas anodin d'ailleurs que mon travail est inspiré de paysages, de couleurs, de culture africaine, puisque je suis issue aussi de cette culture, mais que je connais mal en fait dans les on va dire dans les grandes comment dire dans le noyau, hein, dans les et de ce fait pour moi ça a été le plus grand défi, parce qu'en réalité c'était à la recherche de cette identité tant artistique que celle dans la vraie vie, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, je vais poser la question inverse. Ça a été quoi ta plus grande frustration dans ton parcours d'artiste? Est-ce que j'ai vraiment eu des frustrations? Il y avait une phrase que m'avait justement dite mon mentor et que j'ai gardé justement pour éviter toute frustration. Il m'a dit: ne fais jamais de ta passion ta profession. D'accord, intéressant. Et quand je lui ai demandé mais pourquoi tu dis ça, il dit parce que tu vas faire face à tellement de frustration qu'il est préférable que tu gardes ça à côté pour t'éviter les frustrations. Donc quelque part, je sais pas si je réponds à ta question, mais quelque part j'ai un peu suivi ce conseil où je me suis dit je ne ferai pas de ma passion ma profession pour éviter les frustrations. Ok, parce que à l'inverse on dit beaucoup, en tout cas maintenant on dit beaucoup l'inverse, c'est-à-dire fais de ta passion un travail, parce que du coup tu travailleras jamais mais tu feras que des choses passionnantes. Donc il t'a fait le conseil inverse et, oui. et du coup le résultat c'est que tu ne vis pas de ton art. Alors je ne vis pas de mon art, mais je vis pas de mon art, c'est vrai, mais je ne fais que ce que j'aime dans mon art. C'est qu'on ne m'impose rien, j'ai pas de contraintes particulières. Ouais, ok, je comprends. Et par conséquent, je laisse vraiment libre cours. Je suis pas influencée par aucune pression externe. Et de facto, j'évite les frustrations et je ne développe que ce qui me plaît. Ok, ça je comprends. Et ça t'arrive de quand même de faire des expositions, de participer à des manifestations. Enfin, ton art ne reste pas juste enfermé chez toi. Il est vivant. Tu vends des tableaux. Oui, exactement. Alors tout à fait. Hein. Donc après, évidemment, je ne le cache pas, je ne le garde pas chez moi. Il n'est pas que pour moi et j'adore le partager. Et je pense que si les gens apprécient mon art, c'est aussi parce qu'ils y voient l'unicité, le côté très désintéressé, très passionné de ce que je produis. Parce que finalement, ils ne voient que du concentré de passion et de bonheur et de tous les possibles et que c'est que du plus, quoi. Et finalement, qu'est-ce que ça représente finalement l'art pour toi maintenant? Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que tu es artiste. Ouais, Qu'est-ce que ça représente maintenant pour toi? Ça fait partie de mon équilibre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je peins un peu moins, mais je développe d'autres formes artistiques. Notamment l'écriture, j'ai des projets d'écriture. Aussi, je rêve toujours là de développer aussi un peu plus la musique. Mais si tu veux, pour moi, ce que ça représente, c'est une grande partie de moi qui constitue mon équilibre et dans lequel je puise mon énergie, mon énergie et où je développe aussi toujours ces choses que je n'arrive pas à exprimer avec des mots. Et finalement, c'est tellement juste. Finalement, c'est ce que je disais dans un des podcasts précédents où je disais que l'art était un bien-être nécessaire pour moi, et je pense qu'il l'est pour tout le monde, de le pratiquer et de le vivre, c'est-à-dire d'aller voir l'art, d'aller dans les musées, d'aller au cinéma, d'aller voir les choses, d'être curieux. Et de le pratiquer même si on est nul, quoi. L'idée, c'est pas d'être un artiste perfectionniste. Tu disais se mettre à l'écriture, essayer d'autres formes d'art. Ça a pas besoin d'être parfait non, ça a besoin d'être sincère. Ça a besoin d'être sincère et je trouve que ça vraiment fait partie de l'équilibre personnel, ouais. Voilà. Ça a besoin d'être sincère, ça a besoin d'être vrai, authentique. Je pense que et ça a besoin aussi de générer des émotions ou des questionnements. Sur la société, sur nos modes de fonctionnement, ça a ce rôle-là, là. Tout à fait juste. Et justement,
qu'est-ce que alors en Suisse c'était la même chose qu'en France finalement. En cette période de pandémie où on a été confiné, où l'art a été relégué à une chose non vitale, puisqu'on a fermé les musées, nous a empêchés de sortir, d'aller au cinéma, d'aller au concert. L'art a été vraiment considéré comme un bien non nécessaire, non indispensable à la vie humaine. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, je pense que en contrepartie, ce qu'on a pu aussi observer pendant la pandémie, c'est des cas de dépression, on va dire en augmentation. On a pu observer des excès de violence, conjugale. Voilà, donc je pense que c'est la preuve même que l'art est nécessaire et vital à l'équilibre des gens, parce qu'il est aussi cet exutoire, il est aussi cet échappatoire, il permet l'évasion, le rêve, il stimule les gens, il inspire les gens. Donc c'est une vraie nourriture spirituelle. C'est une réelle nourriture, et on a pu observer pendant la pandémie que justement couper les gens de cet accès en fait à l'art, on a pu constater, voilà, les dépendances qui ont augmenté, les dépressions, les violences. Et donc, je pense que c'est la preuve tangible que l'art est vital à la société. C'est vrai, c'est une belle démonstration. Je suis pas sûr que nos gouvernements l'aient encore bien compris, mais en tout cas, ça a été tout à fait prouvé par de nombreux experts que le confinement nous a tous rendus un peu fous, n'est-ce pas ? Et que le manque d'art a été une des causes principales de tout cela. Voilà. Très bien, on arrive presque au bout. Petite question un peu que je pose toujours à mes interviewés. Quel serait le conseil que tu donnerais à ton toi-même d'il y a 15 ans ? Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de se faire un peu plus confiance. C'est-à-dire que intuitivement, le moi d'il y a 15 ans ressentait ce besoin, ressentait ces envies de développer des formes, des compositions artistiques, mais par manque de confiance, par crainte un petit peu de ne pas être à la hauteur, bien apporter de finalement. Oui, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que je mérite est-ce que ce que je fais, ça mérite d'être donné au monde, d'être partagé le monde. Exactement. Donc là, j'aurais dit, mais laisse-toi un peu plus aller et fais-toi un peu plus confiance là-dedans. Ce que tu ressens est juste. J'ai une petite question très basique. Qu'est-ce que ça a fait quand tu as vendu ton premier tableau ? C'est quoi que tu as ressenti ? On la voit sourire là, tellement elle pétille. Il y a tout qui pétille, ça veut tout dire. C'était incroyable. C'était déjà il y avait une forme de reconnaissance. J'ai ressenti une forme de reconnaissance. Je me suis dit waouh, on s'intéresse suffisamment à mon œuvre pour donner de l'argent pour l'acquérir. Je me souviens très bien, c'était lors d'une exposition internationale c'est le Palais de Beaulieu à Lausanne. À Lausanne, Palais de Beaulieu, ouais. C'est le Palais de Beaulieu à Lausanne. C'était là-bas. C'était en quelle année ça ? C'était en 2009. C'était en 2009, en 2010 même. Et je me souviens très bien que cette personne, donc que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, donc ça aussi, c'était quelqu'un que tu ne connaissais pas. Le fait que c'était acheté ton art, quoi. C'est pas ton ami, c'est pas ta mère qui voulait acheter un tableau. Qui était biaisé, on va dire. Donc cette personne passe devant cette œuvre, il la contemple pendant un moment. Je l'approche, je lui dis bonjour, il me pose quelques questions sur cette œuvre. Il était accompagné de 2-3 autres personnes, je m'en souviens bien. Et puis donc je lui explique, mais vraiment très simplement de quoi il en ressort. Je m'en souviens très bien, c'était cette œuvre. Il y avait il y avait une femme à moitié cachée par une on va dire un travail en nuances d'un rouge vif. Elle était à moitié cachée, donc on distinguait quand même son visage, sa forme, sa position, et donc je voyais que lui, il était complètement intrigué par cette œuvre, et je pense que c'était vraiment la subtilité du cachet, de la partie cachée, la partie visible, qui l'intriguait et tout. Et il s'avérait qu'il ouvrait à l'époque, un bar qui s'appelait le Code Rouge. Et cette œuvre était principalement en rouge.
Et donc, je pense que pour lui, ça lui a fait tellement du sens. Cette œuvre devait faire partie de son bar, et elle est devenue d'ailleurs la pièce maîtresse. Et donc il a tout de suite dit voilà, combien pour cette œuvre, et je lui ai donné un prix. Il m'a dit voilà, je la prends et je viens la chercher quand tu as fini l'expo. Et là, ça a été une explosion de joie. J'étais reconnaissante en fait qu'on apprécie mon œuvre à ce point, à tel point qu'on veuille se l'approprier. Je peux comprendre. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie quand on a envie d'être artiste. Après, tout le monde n'a pas forcément envie. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On est arrivé au-delà du quart d'heure. Donc voilà, c'était une petite introduction à l'art avec une artiste genevoise que je remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour un prochain épisode. En attendant, pratiquez de l'art, s'il vous plaît. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir.